Bonjour, donc l'autre fois on s'était arrêté dans le paragraphe 3. Maintenant je vais entamer un nouveau paragraphe. Ça concerne un ensemble complet d'observables qui commutent, noté ECOC, c'est un ensemble complet d'observables qui commutent. Pour cela je vais commencer tout d'abord par la définition d'une observable, ensuite définir le commutateur entre deux observables quelconques, et finalement, je vais définir l'époque. Alors, c'est quoi une observable? C'est quoi une observable? Est un opérateur hermétique, mais qui peut agir sur des espaces, des états de dimension infinie. Je m'explique. De dimension infinie. Parce que d'habitude, certainement vous avez vu en algèbre linéaire, donc tout ce qui est espace vectoriel, vous avez manipulé les applications linéaires définies dans l'ensemble E vers E de dimension finie. Mais dans la réalité, surtout par exemple concernant la probabilité d'existence des particules dans l'espace, on est obligé de manipuler des espaces des états de dimension infinie. Un opérateur hermétique tel qu'il a été défini en algèbre linéaire est incapable normalement d'agir sur des espaces de dimension infinie. C'est pour cela qu'on donne l'extension à ces opérateurs hermétiques d'agir sur des espaces, bien sûr, ayant des dimensions infinies et sont appelés observables. Et donc, une observable finalement il est observable, si et seulement si, tout d'abord, le conjugué hermétique est égal à lui-même et que la sommation sur tous les i allant de 1 jusqu'à l'infini de ui est égale à l'opérateur elliptique. Pourquoi j'ai dit i égale de 1 jusqu'à l'infini? Ça veut dire que le nombre de vecteurs constituant l'espace des états, qui est normalement la dimension de l'espace des états, est infini. Et donc, un opérateur hermétique ayant cette propriété est appelé observable. Un exemple concret qu'on verra plus tard en détail, c'est l'observable position, l'observable impulsion, l'observable de spin, l'observable concernant l'énergie, ça veut dire l'hamiltonien. Ce sont des observables qui sont des opérateurs hermétiques et qui peuvent agir sur des espaces de dimension infinie. Le commutateur. La notion de commutateur entre deux observables. Le commutateur entre deux observables A et B, il y a même deux opérateurs quelconques de façon générale, est défini comme étant le produit AB moins BA. Attention, bien que A et B sont deux observables séparés, leur commutateur n'est pas un observable. Ça, c'est très important. En effet, le commutateur AB est égal à AB moins BA. Si je calcule le conjugué hermétique de ce commutateur, il est égal au conjugué hermétique de cette différence, qui est égal à AB 3 moins BA 3, qui est égal, là j'inverse ensuite la définition du conjugué hermétique, je calcule le conjugué complexe des éléments de la matrice de l'opérateur et j'applique le transposé, tout ce qui est colonne devient ligne, tout ce qui devient colonne. Et donc, si j'applique tout ça, on pourra montrer facilement que le A de B est égal à B
fois A croix moins A croix B croix. Or, si A et B sont des observables, donc déjà ils sont hermétiques, et donc automatiquement, je peux avoir BA moins AB. Finalement, si je compare, j'ai le AB conjugué hermétique, il est égal à moins BA. Ceci est égal au commutateur BA, qui est différent de AB croix. Et donc, bien que A et B sont des observables, le commutateur AB n'est pas un observable. Ça, c'est très important. Quelques propriétés de la commutation. Quand est-ce qu'on dit que A et B commutent? Deux observables commutent si et seulement si leur commutateur est nul, tout simplement. Le commutateur AB est égal à 0. 0, c'est pas l'opérateur nul. Si l'opérateur nul, c'est pas un scalaire, il faut faire attention. Ça implique bien sûr que AB est égal à BA. Et ça, c'est très important en physique fondamentale parce que l'ordre chronologique de la mesure ne joue aucun rôle sur le résultat final. Ça veut dire que je mesure par A dans un premier temps, suivi de B, ou bien B dans un premier temps, suivi de A. Ça n'a aucune influence sur le résultat ainsi que leur probabilité. Ça, c'est très important. On dit que A et B sont compatibles. A et B sont compatibles. On verra bien sûr dans le chapitre 4 la relation entre la compatibilité et la commutabilité et sa signification physique. Et maintenant, on a tout le bagage nécessaire pour définir ce qu'on appelle les coques. Et donc, c'est quoi les coques? C'est pas voir. Un ensemble complet d'observables qui commutent. Donc, il faut tout d'abord avoir un ensemble non vide, qui contient au moins une observable, et que les observables A1, A2 jusqu'à AN, je suppose que mon ensemble contient N observables, et donc il faut que toutes ces observables commutent 2 à 2, ça veut dire quel que soit I, J, il faut que A, I, A, J égale à l'opérateur nul. Ça ne se vient pas. Donc on a l'ensemble non vide d'observables qui commutent. Et il reste bien sûr la complémentarité. C'est quoi la complémentarité? La complémentarité est liée, que je vais détailler plus tard dans le chapitre 4 des postulats. Mais déjà, je peux donner une idée sur la complémentarité. Elle est liée exactement à la dégénérescence. Ça veut dire si j'utilise, prenons le cas de deux observables AB pour fixer les idées, et je mesure à travers le couple A-B mon système physique. Donc, j'aurai certainement deux valeurs propres qui sont AN et BP. La question qui se pose, est-ce que ce couple de mesures ANBP est non dégénéré? Ça veut dire à partir de ce couple, je peux déduire immédiatement l'état de mon système. Ça veut dire à chaque couple mesuré, il existe un et un seul état qui est l'état propre du couple mesuré. Et ceci pour toutes les observables. Si c'est le cas, on dit effectivement que l'ensemble est complet. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'être complété par d'autres observables pour lever la dégénérescence. Et donc c'est ça ce qu'on appelle un ensemble complet d'observables que commutent. On verra plus tard dans le chapitre 3 normalement, le chapitre 4 pardon, que si on veut mener une mesure, elle vaut mieux d'utiliser un écoque, qui est normalement en physique un observable. Ça joue le rôle d'un appareil de mesure. Pour nous, un observable
il joue le rôle d'un appareil de mesure. Ça veut dire que si je veux par exemple déterminer la position de la particule suivant l'axe des x seulement, je suppose que j'ai une particule qui se déplace suivant l'axe des x seulement. Je me contente à déterminer ou bien à connaître quelle est la position de cette particule. Donc je serai obligé de choisir un appareil de mesure qui est normalement inobservable. Cet appareil, c'est normalement l'observateur X. L'observateur X, il va agir sur l'état de mon système pour donner lieu à une valeur X. La valeur X indique la position de la particule. Alors maintenant, je vais entamer un nouveau paragraphe. Ça concerne le produit tensoriel des espaces d'état, parce que c'est très important. C'est à l'aide normalement de ce produit tensoriel qu'on va entamer des situations physiques réelles, telles que par exemple la position et le spin des particules. Et donc c'est le paragraphe 5. Produit tensoriel, des espaces, des états. Alors le problème est le suivant. C'est quoi le problème? Supposons que j'ai deux systèmes. Le premier, S1, qui est décrit par l'espace des états E1. Je suppose que l'espace des états il est engendré par une base UI. Et je note 1 juste pour dire qu'il est lié au sous-espace E1. Et le système S2 physique, c'est un système quantique aussi, c'est posé décrit par l'espace des états E2, engendré par des vecteurs VJ de 2, là je mets 2 juste pour signaler qu'il est lié au sous-espace E2. La question qui se pose maintenant, si mon système S est égal à S1 plus S2, par exemple, dans la réalité, si j'ai une particule ayant un spin S bien déterminé qui peut être soit orienté vers le haut ou bien vers le bas, le spin 1 demi plus 1 demi moins 1 demi, et en même temps je cherche la position de la particule ainsi que l'état de spin. Et donc normalement le premier sous-espace E1 c'est la position sur le R, et le deuxième qui est lié à l'état de spin. Et donc l'espace global qui est normalement la position et l'état de spin. Et donc je serai obligé de définir un espace E qui combine les deux, qui est égal à E1 tensoriel E. Ça veut dire quoi? Si je prends un élément de l'espace E1, phi 1, soit phi 1, un vecteur de E1, et phi 2, bien qui 2, un élément de l'espace E2, ça implique immédiatement que l'état psi, qui est égal à phi 1 tensoriel phi 2 est un élément de l'espace tensoriel global. Et donc immédiatement ça implique que la dimension de E est égale au produit des dimensions des sous-espaces de 1 et 2. Pourquoi? Parce que déjà le E est engendré par la base produit tensoriel UI de 1 tensoriel phi J de 2. Et donc si je compte le nombre de vecteurs constituant la base, si le nombre de vecteurs constituant la base de E1 multiplié par le nombre de vecteurs de la base constituant E2, et donc c'est le produit des dimensions. Ça veut dire, j'ai passé d'un espace des états où les dimensions sont réduites à un espace beaucoup plus large. Parce que je me contente bien sûr à déterminer l'état d'un système qui contient plusieurs sous-états. Et donc, exemple, un exemple, si je considère l'état
C1 qui est égal à 1 sur racine de 2, U1 de 1, plus U2, toujours je reste dans le sous-espace E1, et Psi2 qui est égal à 1 sur racine de 2. Ça c'est de 1, pardon, de 1, et là c'est de 2. U, bien V, 1 de 1, plus V, 2 de 2. Ça implique finalement que le produit tensoriel Psi1 tensoriel Psi2 dans l'UE est égal à 1 demi facteur de U1 1 tensoriel V1 1, pardon, V1 1. Donc ça c'est V1 pardon, 2. V1 2 plus U1 1 tensoriel, le deuxième vecteur, V2 2 plus le U2 V1, U2 1 V1, V1 de 2, et plus le demi-écart qui est le U2 de 1 tensoriel V2 2. Donc finalement, je trouve qu'un état de l'espace global est une combinaison linéaire de 4 paires. Attention, la réciproque n'est pas toujours vraie. Ça veut dire que si à chaque vecteur de E1 et de E2, je fais associer un état global, qui est le produit tensoriel, il existe des états éléments de Psi, il existe des états éléments de l'espace global qu'on ne peut pas écrire sous forme d'un produit tensoriel, tel que le Psi ne peut en aucun cas être factorisé sous forme d'un produit tensoriel. Ça veut dire que je ne peux pas trouver un élément Phi1 de E1 et un élément Phi2 de E2 tel que j'ai cette relation, ça c'est un. Ces états s'appellent des états imbriqués. Psi est dit un état imbriqué. Ça c'est dans le sens mathématique. Mais physiquement, cet état imbriqué joue un rôle très important de tout ce qui est développement technologique dans le domaine de la communication quantique, dans le domaine de la cryptographie quantique et dans le domaine bien sûr du calcul quantique à travers ce qu'on appelle les portes logiques quantiques, ainsi que la téléportation quantique, on verra plus tard dans le chapitre dernier. Maintenant, je veux bien entamer la partie 2 concernant le produit tensoriel des opérateurs. Produit tensoriel d'opérateurs. Alors le problème est le suivant. Je commence par le cas le plus simple possible. Supposons que j'ai un observable A de 1 qui n'agit que sur les éléments de la espèce de 1. Ça veut dire que c'est une application sur une linéaire définie de E avec E1. Et B de 2 est notre observable réservé à l'action sur les éléments de E2. Comment normalement le A de 1 produit tensoriel B de 2, ça veut dire ça aussi c'est une observable, comment il va agir sur un espace de l'état global. Agir sur l'état global, ça veut dire que je prends le cas de phi de 1 tensoriel phi de 2, parce que l'état global ici normalement c'est une superposition d'un produit sur 5 comme suit. Et donc comment on va faire agir ce produit tensoriel d'opérateur sur
ce produit tensoriel de Victor. Alors tout simplement, ceci est égal. Le 1, il ne voit que les éléments de E1 dans ce produit tensoriel. Et c'est l'occasion pour vous dire que le produit tensoriel, il est commutatif, il est distributif par rapport à l'addition à gauche et à droite. Et donc ceci est égal à A de 1 phi 1 tensoriel B de 2 qui 2. Et là, je vais définir ce qu'on appelle opérateur prolongé. Opérateur prolongé. Ça veut dire quoi? Si j'ai un opérateur A de 1 qui n'agit plus sur les éléments de E1, la question qui se pose, est-ce que cet opérateur, cet observable, peut agir sur l'espace global? Normalement, non. Ce n'est pas possible. Parce qu'il est destiné au départ que sur les éléments de E1. Mais on pourra donner la possibilité et l'extension de cet observable d'agir sur un espace beaucoup plus large. C'est ce qu'on appelle l'opérateur prolongé. Notez qu'en titre à titre de 1 est égal à la partie de l'espace E1, A de 1, mais elle reste bien sûr la partie de l'espace E2, et donc produit tensoriel, l'opérateur unité de l'espace E2. 1, 2 et agit sur les éléments de l'espace E2. Et donc comme ça, A de 1, tensoriel 1 de 2, agissant sur phi de 1, tensoriel pi de 2, donne exactement A de 1, tensoriel, action sur phi de 1, tensoriel, l'opérateur unité de 2, ça c'est très important, l'opérateur unité de 2, agissant sur qui 2, agissant sur qui 2. Et l'opérateur unité sur n'importe quel vecteur, ça donne lui-même, donc est égal à A de 1 fait 1 tensoriel. C'est ce qu'on appelle l'opérateur prolongé, c'est-à-dire qu'on a donné la possibilité d'extension à un opérateur pour agir sur l'espace global. Les valeurs propres et les vecteurs propres, les produits tensoriels. Si A de 1 agissant sur un état phi n de 1, je prends le cas simple sans dégénérer, je suppose que ça me donne la valeur propre phi n de 1 et B de 2 agissant sur un état qui P de 2, l'indice N est réservé à A. Par contre, l'indice P est réservé au spectre de B. Il est égal à B, indice P, qui indice P de 2. Quelles sont les valeurs propres de l'addition A1 plus B2? Quand je fais comme ça, c'est une notation pour alléger l'écriture, c'est l'opérateur prolongé. A tilde 1 plus B tilde 1. Mais dans la suite, quand on voit que A de 1 agit sur l'espace global, automatiquement c'est l'opérateur prolongé. Agissant sur le produit tensoriel, fait N de 1 tensoriel, qui P de 2, ceci est égal à l'axe de 1 sur fait N1 qui me donne AN, et B de 2, bien sûr, sur qui P de 2 tensoriel qui donne BP, et donc ça donne lieu à une valeur propre AN plus BP, suivant toujours le même vecteur propre qui P de 2. Là, j'ai donné le produit tensoriel, ça c'est une notation aussi qu'on va adopter dans la suite. Et donc finalement, les valeurs propres sont AN plus que P. C'est la somme des valeurs propres et les vecteurs propres sur le produit tensoriel des vecteurs propres de A1 et B2. La représentation matricielle, je m'arrête. Représentation matricielle. Supposons que A de 1 est représenté matriciellement dans l'espace U1, ça c'est U1, U2 par une matrice que je note A, B, C, D, et que l'opérateur unité de 2 est représenté dans l'espace E2 par V1, V2 qui est normalement le 1, 0, 0, je suppose que la base de C est hors, il faut faire attention. Et donc le produit tensoriel dans l'espace global, c'est une matrice 4, 4. C'est une matrice d'ordre 4, et ça c'est très important. Il faut faire attention. Alors,
la représentation matricielle A1 tensorielle, l'opérateur de 2, normalement qui est égal à A sin de 1, est représenté dans ma base U1, V1, U1, V2, U2, V1, U2, V2. Ce qu'on va trouver essentiellement, donc c'est une règle automatiquement, ceci on peut montrer facilement que c'est le coefficient A multiplié par l'opérateur unité. Donc je vais ici A 0, 0, B. Et là j'aurai bien sûr le B, B 0, 0, B. Là c'est A, pardon. A. Et ensuite, bien sûr, je C, 0, 0, C. Et le B multiplié par l'opérateur unité. Donc j'aurai D, 0, 0, D. Ça veut dire que c'est la matrice A, B, C, D. Tensorielle, la matrice identité 1, 0, 0. Qu'est-ce qu'il dit la règle? Si on garde cet ordre, ça veut dire que si la matrice V1, V2, on fixe le I1, donc je prends la matrice identité de 2 et la multiplier par le coefficient, automatiquement je trouve la matrice finale. Je vous remercie et à la prochaine, on va entamer un exemple de représentation, position et impulsion. Merci.